Les voies alternatives, comme elles se présentent elles-mêmes, et se déclarent parfois ésotériques, connaissent un véritable engouement depuis plusieurs décennies, parce que l'ésotérisme intrigue autant qu'il fascine. Il attire ceux qui veulent comprendre le monde autrement, qui cherchent du sens au-delà du discours ou des discours traditionnels ou communs, et qui ressentent une insatisfaction vis-à-vis de la science, des religions, de la philosophie classique, on va dire. Il sait mobiliser, l'ésotérisme, les grandes qualités et des ressorts humains profonds, comme la curiosité, le besoin d'admiration, la recherche de sens. Et pourtant, sous des promesses d'éveil ou de liberté, est-ce qu'il cache une autre réalité? Est-ce qu'il libère vraiment l'esprit ou est-ce qu'il installe une nouvelle forme de contrôle, plus subtile, voire corrosive? J'ai fréquenté l'ésotérisme sur plusieurs décennies et j'ai constaté qu'au-delà des théories, des pratiques, des appartenances, on peut parler d'un système de pensée qui semble produire des effets assez récurrents. Alors est-ce qu'il fonctionnerait un petit peu à la manière d'une idéologie? Quels sont les signes, quels sont les pièges ou les conséquences pour ceux qui s'y engagent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors voilà les questions qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'on entend par idéologie? Et puis aussi, de son côté, comment définir l'ésotérisme? Et en quelles occasions ou en quoi l'ésotérisme serait une idéologie? Est-ce qu'il pourrait y avoir une traduction concrète dans la personne qui adhère à l'ésotérisme? Et au-delà des traductions concrètes, dans la mentalité, y aurait-il des risques de dommages sur la personne, son identité ou sa psyché? Et puis vers quelle conclusion est-ce que cela nous conduit? Alors bien entendu, dans cet entretien, comme tous ceux de cette chaîne Recto Verso, il correspond à une réflexion. Cette réflexion a pour but, pour fonction, d'aider au discernement. Il ne s'agit pas ni d'un enseignement, ni d'une tribune. Il s'agit essentiellement d'un partage. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par définir ce que c'est qu'une idéologie. Une idéologie est un système de pensée qui englobe toute réalité, tangible ou non, dans des explications uniques et des résolutions simplistes à des problèmes complexes. Une idéologie évite tout mystère et prétendra résoudre toute énigme. Elle déplace toutes les problématiques rencontrées dans son champ d'explication. Une idéologie, sur cette base, prétend résumer et contenir la vérité, et ceux qui accèdent à cette idéologie seront donc certains de la détenir. D'où la difficulté de dialoguer avec de telles personnes qui sont détentrices d'une idéologie. Elle sert de cadre intellectuel et de borne au champ des croyances possibles. Une idéologie a une connotation toujours négative, et personne ne se revendique d'être sous l'influence d'une idéologie. Si vous avez une petite idée des conséquences des idéologies durant le XXe siècle, par exemple, et que vous interrogez des personnes porteuses des mêmes idéologies, on ne va pas assumer des millions de morts ou des conséquences désastreuses pour tous. On va tenter de trouver une excuse, de minimiser ou d'accuser les autres, de s'arranger avec le réel. Et assumer d'avoir une idéologie, c'est pas vraiment très courant en fait. Par contre, sachez-le, on ne se rend pas toujours compte de parler au nom ou sous l'influence d'une idéologie. Peut-être est-ce le cas de certains ésotéristes, on peut au moins poser la question, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais pour l'instant, commençons par voir ce que l'on entend par ésotérisme. C'est difficile de définir l'ésotérisme. Il se dérobe à chaque fois, derrière des exceptions ou au contraire des généralités plus grandes. On va dire non, c'est pas ça, en refusant d'entrer dans des cases. On peut dire que l'on n'est pas concerné par la définition apportée tout en se déclarant soi-même ésotériste. On obtient souvent une définition imprécise ou floue ou incomplète, ou donc déclarée fausse, mensongère ou inadaptée à décrire telle ou telle particularité. Et donc, toute définition, ça va jamais. Mais on ne va pas s'arrêter à ces difficultés. On va se risquer à donner une première définition. L'ésotérisme, ce serait une manière d'aborder le réel, l'histoire, l'humain, la santé, l'univers. Et cette manière d'aborder repose sur plusieurs idées qui sont convergentes et qui servent de justification au fait de qualifier ce que l'on dit d'ésotérique. Ces idées ne sont pas réputées être accessibles à tous. Éventuellement, elles sont secrètes, non par leur complexité, mais par leur nature même. Les principes à l'œuvre sur lesquels on va s'appuyer désignent en fait les lois de l'univers.
Voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, le plus honnête par rapport à ce que j'ai moi-même rencontré. Puis en même temps, j'ai tout à fait conscience de ne pas avoir défini grand-chose ou d'avoir éclairé la lanterne de ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Alors, serait-il possible que cette imprécision dans laquelle je me suis moi-même engouffré, est-ce que ce soit un indice de quelque chose de malsain pour la personne? Un ésotériste engagé sera formel? Non, non, bien sûr, cette imprécision, elle tient au fait de 4 éléments à peu près, de 3 ou 4 éléments. Il s'agit d'abord d'une expérience, l'ésotérisme, qui n'est pas transmissible et qui serait unique pour chacun. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup d'ésotérismes différents, donc c'est difficile de les résumer en une seule phrase lapidaire ou une seule définition fermée. Troisièmement, on va accéder à un ésotérisme et donc toute définition formelle de l'extérieur est très très difficile, et de l'intérieur, du coup, puisque c'est pas transmissible, on ne peut pas le faire. Et quatrièmement, ce qui est souvent dit, c'est qu'en aucun cas un ésotériste ne fera le rapprochement entre un ésotérisme et une idéologie, parce que d'après lui, l'ésotérisme est un système ouvert et qui va libérer, alors qu'une idéologie est un système qui est fermé et aliénant. Donc le propos que je suis en train de mener n'a strictement aucun sens pour un ésotériste qui justement va défendre ses différents points de vue. Voilà, avec ces 3 ou 4 appuis de réflexion, on peut justifier le fait que l'ésotérisme soit imprécis, qu'il soit flou, puis qu'en même temps ce ne soit pas forcément malsain ou la signature d'une idéologie. Mais on ne va pas s'arrêter à une définition formelle, parce que ça va en fait satisfaire personne, ni les personnes qui se sentent ésotéristes, ni les personnes qui essayent de savoir ce que c'est. Donc prenons plutôt quelques invariants de l'ésotérisme que l'on constate donc à chaque fois, et ces invariants viennent d'observateurs qui sont à la fois bienveillants et plutôt connaissants du phénomène ésotériste. C'est-à-dire, au-delà de la diversité des ésotérismes, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'ésotérisme en général ? Il y aura 4 éléments que nous allons voir maintenant. D'abord, l'analogie. L'analogie est une méthode surtout utilisée en pédagogie. On va comparer 2 choses, 2 situations, une que les élèves ne connaissent pas et une qu'ils connaissent. L'instructeur, lui, il choisit d'établir une analogie parce qu'il connaît les 2 choses, les 2 situations. Et établir une analogie implique donc que celui qui l'a fait a déjà une vision exacte, correcte, calibrée et adaptée des 2 éléments. Et celui qui entend l'analogie fait confiance à l'instructeur qui est censé savoir et qui s'appuie avec raison sur les 2 éléments qui semblent distincts. Maintenant, ça devient plus délicat lorsqu'il est question de la vie intérieure ou pour expliquer les lois de l'univers. Si on vous a dit que le marasme que vous traversez actuellement, c'est comme la chrysalide et vous étiez la chenille et vous deviendrez un papillon. Vous avez certainement déjà entendu cette analogie plusieurs fois. Alors, le premier réflexe est de se prendre pour une chenille et d'espérer devenir un papillon en attendant que le marasme soit passé. Pour autant, celui qui vous a dit cela, qui vous a fait cette comparaison, cette analogie, est-ce qu'il connaît réellement ce que vous traversez au point où il peut attester que cette analogie est fondée ? L'analogie permet de tenter de comprendre une situation ou un processus, mais ce n'est pas pour autant une clé de compréhension complète. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ésotérisme peut, avec cette méthode, mobiliser des représentations éventuellement fausses, incomplètes, approximatives, sans que vous puissiez vous en rendre compte, puisque justement, vous ne connaissez pas le 2e terme de la comparaison. Vous pensez qu'il s'agit d'une connaissance, alors qu'il s'agit d'une déduction intuitive renforcée par l'imagination, mais il est possible que ce soit tout simplement faux. Un 2e invariant que l'on va rencontrer dans l'ésotérisme, en fait il est double, ce sont les plans différents d'existence et la correspondance qu'il y a entre eux. Ce sont des éléments de doctrine en fait, qui sont présentés comme des principes ou des lois. C'est l'occasion de déployer toute une cosmogonie, une représentation de l'univers, qui va rejoindre aussi la représentation que l'on a de l'homme, de l'être humain. Alors de quoi s'agit-il ces trucs-là ? Bon. Il y aurait plusieurs niveaux de réalité, ou pour les plus concrets, plusieurs ordres de grandeur, le niveau individuel, le niveau de l'espèce humaine, la Terre, le monde et les étoiles, ou le plan matériel, le plan astral, le plan mental, spirituel, angélique et divin, par exemple. Pour ne citer que quelques exemples qui sont des représentations qui expriment les plans différents que je suis en train d'expliquer. Ce qui va compter en ésotérisme, c'est la mise en musique de ces différents plans. C'est là que les correspondances entrent en jeu. On établit que des liens entre une partie du corps humain avec une planète, ou s'il se passe quelque chose dans notre vie concrète, ça va ou peut retentir dans l'univers tout entier.
La traduction la plus facile à comprendre de cette loi de correspondance, c'est la magie. Un rituel magique sert à activer une entité sur un plan d'existence particulier dans le but qu'il réagisse et que les conséquences en retour se fassent sentir sur le plan matériel. Vous voyez mieux l'idée ce que c'est qu'une correspondance. C'est de l'ordre de la pensée magique, en effet, tous les enfants passent par là. Hein. Si je ferme les yeux, le danger va disparaître, ou si je réussis à marcher entre les marques du sol, je vais recevoir un cadeau, enfin ce genre de trucs, quoi. L'ésotérisme peut faire appel à cette correspondance pour introduire aux sciences occultes, comme la magie, comme je viens de le dire, hein, mais ça se retrouve aussi dans la psychologie comportementale ou la psychologie jungienne, en mobilisant des symboles dans la conscience dans le but de purger un vécu. Il s'agit de mettre des choses de plans différents en correspondance pour les faire interagir entre eux, pour faire que ces plans interagissent les uns avec les autres. Voilà, c'était le deuxième invariant que l'on peut retrouver à la fois les différents plans d'existence et une correspondance active entre eux, la mise en musique. Un troisième invariant va être la notion de polarité. C'est un élément de doctrine également, comme celui qu'on vient de voir. Il s'agit de se demander de quoi est fait l'univers, ou d'avoir une réponse simple et définitive à une grande complexité. Et là, on va schématiquement estimer qu'il existe le moins, le plus, le noir, le blanc, le mal, le bien, les polarités, les contraires, des complémentaires, que l'on va illustrer d'exemples, que l'on va constater dans la nature, par exemple, ou avec notre imagination. Et l'ésotérisme n'existe que par rapport à un exotérisme, par exemple. Il y a le sacré, il y a le profane, il y a l'initié et l'ignorant. Mais l'ésotérisme peut poser, à partir de cette définition du réel, hein, du monde concret, différentes subdivisions. Par exemple, il y aura un entre-deux qui va séparer deux polarités, ce qui va donner donc le nombre 3. De là peut naître une relation au nombre qui sera différente de l'arithmétique que l'on connaît, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Là, on va complexifier pour tenter de rejoindre le réel, mais en fait, le plus souvent, les ésotéristes vont au contraire tout simplifier en disant, par exemple, que tout est vibration, qu'il y a des vibrations basses et des vibrations hautes, que tout est amour, tout est lumière, etc. La polarité donc est réduite à une chose qui est soit présente, soit absente. Au passage, remarquez qu'il suffit qu'une personne affirme que tout est suivi d'un qualificatif, donc vibration, amour, lumière, tout ce que vous voulez, pour qu'on puisse tout de suite estimer que la personne adopte une idéologie, c'en est presque la signature, donc pas la peine de mener toute la réflexion que je fais aujourd'hui dans cet entretien. La polarité ou la polarisation, voilà un élément que l'on peut estimer être un autre invariant de l'ésotérisme. Enfin, quatrième invariant, c'est l'initiation. Alors, ce que j'entends par initiation, c'est pas nécessairement une initiation avec un rituel, un cérémonial, etc. Je parlerai des sociétés dites initiatiques dans un autre entretien, où je reparlerai de la fonction de l'initiation, mais l'initiation peut, dans ce que j'appelle aujourd'hui ésotérisme, dans cet entretien, peut concerner une simple sensibilisation à certains aspects. Par exemple, lire un bouquin, participer à un stage, se documenter d'une manière ou d'une autre à propos de l'ésotérisme ou d'un aspect de l'ésotérisme. Par exemple, il me semble que si ce dont je vous parle vous semble aujourd'hui rentrer dans les clous de ce que vous connaissez de l'ésotérisme, c'est que vous y êtes initié. Voilà, c'est tout. Que vous ayez ou non reçu une initiation formelle ou de ça, c'est pas important pour aujourd'hui. Ceci dit, on peut avoir été sensibilisé sans réellement l'avoir choisi. On peut avoir été imprégné par son éducation, par la consultation d'informations ou de médias, par exemple, ou de personnes, sans avoir fait une démarche par soi-même. Et on se rend compte à un moment donné que certaines notions ne nous sont plus étrangères. On a été initié, même à son insu. Donc vous voyez, on prend vraiment le contre-pied par rapport à la notion d'initiation rituelle, etc. Mais sans cette sensibilisation, on passe à côté de l'ésotérisme. Par exemple, on peut refuser certains des principes dont je vous parle aujourd'hui, comme l'analogie, les correspondances, les dualités, etc. En fait, tout esprit rationnel ou désireux de rester rationnel refusera ces manières de penser qui peuvent sembler un peu archaïques, un peu trop sommaires ou trop basées sur l'intuition, par exemple. Et si on refuse cette initiation, si on refuse ces principes-là, cette sensibilisation, eh ben on n'entre pas dans la manière de penser de l'ésotérisme. C'est pourquoi l'initiation est aussi un autre invariant indispensable qui permet d'accepter tout le reste. Alors avec ces invariants, on n'a pas non plus défini l'ésotérisme, mais on peut se rendre compte que l'ésotérisme repose sur des conceptions, ou des conceptions par rapport à des réalités qui sont sommaires, qui sont systématiques et qui ne correspondent pas forcément des lois réelles qui ont été éprouvées ou qui sont même probantes. Elles sont choisies pour leur efficacité vis-à-vis de la conscience,
qui peut plaquer à peu près toute subjectivité et obtenir à peu de frais en fait une démonstration par un simple acquiescement rapide. On ne va pas réfléchir pendant des heures par rapport à une analogie ou sur la loi des correspondances. On va l'accepter intuitivement, on va dire ah bah oui ça colle donc je prends. Ces invariants font prendre des raccourcis à la raison en faisant appel à des conceptions vraiment intuitives, voire enfantines, avec l'affirmation qu'il s'agit de lois cachées. On va éloigner toute remise en doute en fait, parce que comme ce sont des représentations qu'on a déjà eues au moins une fois dans sa vie, on va dire bah j'adhère et puis voilà, on va pas le remettre en question. Mais on peut également sentir qu'il y a là autant d'affirmations qui sont un petit peu légères quand même, qui sont peu étayées, et donc quelque part en soi on va conserver une certaine incertitude par rapport à ces principes, et l'ésotérisme va revendiquer cette incertitude. Parce que le principe d'incertitude permet une grande flexibilité d'interprétation. On va dire, bah oui, c'est ça, mais c'est peut-être aussi autre chose. En clair, on peut, à partir de ces principes-là, dire à peu près tout et également son contraire. Donc voilà, avec ces invariants, on a un meilleur tableau quand même de l'ésotérisme tel que des chercheurs peuvent le décrire et tel que les ésotéristes peuvent eux-mêmes reconnaître ce qu'il est. Comme ça, on pourra suivre le fil de la réflexion qui nous conduira à évaluer les risques éventuels que l'on peut courir lorsque l'on coche certaines cases ou pas. Avançons un petit peu maintenant. L'ésotérisme ne va pas toujours s'annoncer, donc comme je le disais tout à l'heure, il peut prendre des formes ou se présenter dans n'importe quelle occasion et nous rencontrer. Alors à travers quoi ? À travers notamment des promesses qui sont plutôt alléchantes. On va aussi atteindre des attentes qui sont nobles en soi, comme par exemple, il va proposer de comprendre le monde et sa propre place dans l'univers. Il va trouver des réponses aux grandes questions existentielles ou développer une forme de sagesse ou d'éveil où il promet d'accéder à une gnose, par exemple. Mais l'ésotérisme va s'infiltrer aussi progressivement, parce que toutes ces promesses, en fait, elles vont jalonner le parcours. Elles ne vont pas toutes se présenter d'un bloc, mais plutôt à étapes régulières pour jalonner un parcours. Donc, au début, on va se trouver exposé de manière un petit peu discrète, et puis en soi, l'ésotérisme, il peut nous faire manifester une amplification d'un mouvement, la naissance d'une recherche ou d'une curiosité, qui comme une sorte de désir intérieur. Ah bah oui, j'ai envie de ça, je sens que je désire répondre à cette question-là. Et ce désir intérieur est souvent bon, je le précise, je ne vais pas critiquer les démarches de chercheurs, bien entendu. Ensuite, il y a un autre temps où, après cette exposition discrète à l'ésotérisme et puis cet acquiescement intérieur, on va estimer que l'on est initié et que l'on va assumer d'être initié ou d'être ésotériste, et on va pousser son propre investissement dans un ésotérisme, je dirais, officiel, reconnu comme tel par d'autres personnes. Et après, il y a une remise en doute, une remise à distance, si vous voulez, de ce qu'on appellera exotérisme. C'est-à-dire que là, on prend consciemment une voie qui va faire une séparation avec le monde dit profane, et qu'on va dire, les gens, ils ne savent rien, ils n'y connaissent pas, mais moi, je sais. Et puis, à partir de là, il va y avoir une implication personnelle, une relecture de sa propre vie et une auto-déconstruction. C'est-à-dire, à cette occasion, il y a souvent un déplacement de la recherche initiale qui avait été titillée tout à l'heure dans la première phase. Donc, la rencontre entre idéologie, embarquement et ésotérisme, déjà on sent qu'il y a une certaine correspondance justement, mais est-ce que c'est une rencontre qui est vraiment inévitable ? À mon avis, oui, parce que théoriquement, on peut s'impliquer par d'autres biais dans tout ce qui a conduit à l'ésotérisme. Par exemple, le désir qui a été impulsé tout à l'heure, qui a été cherché, je suis certain, dans presque tous les cas, que l'on peut y répondre par d'autres moyens, par d'autres biais que les systèmes de pensée ésotéristes et tous les invariants que je viens de citer. Mais pour se rendre compte de ce que c'est son désir personnel, c'est vrai qu'il est utile d'avoir aussi une aide au discernement. Mais la question que l'on va se poser pour le moment, c'est plutôt une autre question, c'est est-ce que les promesses qui ont été faites au départ, est-ce qu'elles sont tenues ou pas ? Parce qu'il me semble important de bien distinguer ce que l'on cherche au départ, et non de prendre en considération les promesses de l'ésotérisme. Et je vais le dire autrement, quand on vous promet la connaissance de vous-même, ou des rouages de l'univers, ou des réponses à des questions existentielles, est-ce que cela, c'est ce que vous attendez réellement ? Et est-ce que ce que l'on vous propose, est-ce qu'il s'agit d'un savoir, d'une sensation de connaissance, d'une émotion qui vous donnera l'impression d'une compréhension intuitive ? S'agit-il d'un sentiment de paix profonde que vous recherchez et qui vous soutiendra en toute occasion ? Est-ce que ce sont ces choses-là ? Et quand vous revenez à ces attentes, à ces émotions que vous pouvez rechercher,
vous pouvez peut-être avoir un recul par rapport aux propositions de l'ésotérisme et ne pas vous impliquer. Ça peut être un moyen de l'éviter. Lorsque l'on vous promet quelque chose de majeur, d'important, prenez le temps d'identifier en vous quelles sont vos attentes réelles. C'est un conseil concret pour vous aider à discerner ça. Car c'est particulièrement vrai en ésotérisme, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors la fréquentation de l'ésotérisme peut avoir un impact sur la personne. Donc comme je viens de le dire, il peut y avoir un déroutage par rapport à la recherche initiale. C'est un effet de séduction, un détournement du regard. Vous attendiez une chose, on vous propose une autre chose qui semble aller plus loin. Et c'est un déroutage parce qu'en fait, on va vous emmener effectivement, non pas plus loin, mais ailleurs. Et il va y avoir une perte de repères dans la personne. C'est-à-dire quand vous pratiquez une déconstruction, comme je viens de le dire tout à l'heure, quand vous dites que avant j'étais profane et maintenant je suis initié, à l'ésotérisme je vois plus les choses de la même façon, c'est toute votre vision du monde en fait qui change et vous n'avez pas forcément choisi ce changement-là. Vous le subissez parce que les principes de l'ésotérisme sont passés par là. On ne se rend pas compte que l'on a adopté des invariants, qu'on les a intégrés à soi. En fait, on va se référer à des principes ou on va dire ce sont des lois, mais ça ne correspond pas à une véritable connaissance. Et cette connaissance va de pair avec la recherche de la connaissance. Et cette connaissance en question, ou cette gnose, elle va se manifester dans des pouvoirs, par exemple, ou la maîtrise de ce qui survient dans sa vie. On va avoir des pouvoirs dessus, on va pouvoir, avec la volonté, parvenir à obtenir des résultats que l'on souhaite. Où cette connaissance, déconnectée de tout pouvoir, va donner une nouvelle grille de lecture qui se voudrait lucide, qui se voudrait prudente par rapport à ce que disent donc les profanes, à ce que disent l'histoire officielle, etc. Mais en fait, quand on regarde bien, il s'agit surtout de méfiance, de suspicion, une attitude de résistance, voire d'hostilité à ce qui n'est pas l'ésotérisme. Parmi les impacts qui vont avoir lieu sur la personne et les conséquences, c'est l'enfermement idéologique. C'est l'impossibilité de sortir de l'ésotérisme grâce à l'ésotérisme. Et ça, c'est la signature d'une idéologie. Il n'y a pas de prise en compte du doute que l'on peut avoir sur les principes, ou les lois, ou les invariants. Il n'y a pas non plus de liberté hors du champ conceptuel de l'ésotérisme. On ne peut pas penser autrement sur d'autres modes. Sinon, on sort des clous et ce n'est plus de l'ésotérisme, ce n'est que l'exotérisme à la mode. Et il y a aussi une pression du entre guillemets, milieu ésotériste, qui va s'appuyer sur le critère d'une connaissance supérieure. C'est-à-dire, soit on n'a pas encore atteint cette connaissance supérieure et donc on ne peut pas s'arrêter là parce qu'il nous manque des éléments, soit on ne pourra pas trouver d'interlocuteurs qui peuvent répondre aux doutes que l'on peut avoir ou aux questions que l'on a, parce qu'on va parler de choses que éventuellement les interlocuteurs ne connaissent pas. Il y a donc un enfermement qui a lieu. Donc, en effet, l'ésotérisme peut se comprendre en tant qu'idéologie quand on en arrive à ce point-là. Ce qui fait que pour répondre à la question que je posais à l'instant, est-ce que l'ésotérisme tient ses promesses ? En fait, par rapport à ce que je viens de dire, les promesses ne sont jamais tenues parce qu'on ne s'en souvient même pas des promesses qui ont été faites et on a perdu contact avec ses propres attentes, on ne se souvient pas forcément des promesses, donc la plupart du temps elles ne sont pas tenues. La personne est comme distraite. Je parlais de séduction tout à l'heure, effectivement, son attention est portée sur des choses qui semblent importantes, mais qui n'ont pour fonction que de détourner de ce qu'il est réellement. C'est comme un tour de prestidigitation, si vous voulez. C'est ainsi que l'on passe du réel, ou du rapport que l'on peut avoir avec le réel, à un rapport truqué, un rapport orienté, ou coloré de préceptes et de présupposés, ou de préjugés. Bref, on est en cours d'idéologisation. Pas facile à dire ce mot-là, mais pourtant c'est exactement ce qui se passe, donc il faut le dire. Concrètement, la priorité pour la personne est la recherche d'une cohérence intérieure, mais la personne elle est déséquilibrée par les supposés et les partis pris de l'ésotérisme. Donc effectivement, elle est en cours d'idéologisation. Alors je note aussi que l'ésotérisme, lui, sera perçu, à tort, souvent comme une philosophie. Alors je reviendrai sur cet aspect, et d'autres encore, lorsque je parlerai des sociétés initiatiques, dans quelques mois. Nous avons vu que le flou, en fait,
semble être consubstantielle à l'ésotérisme et on va se borner à ça aujourd'hui. Pourtant, en même temps que le doute, la remise en question de ces principes est en fait très compliquée. Ça voudrait dire en fait qu'il y a un certain sentiment ou certains sentiments au pluriel qui sont maintenus en permanence chez les adeptes, parce qu'il y a un flou à tous les niveaux. Donc ça va se traduire par un atermoiement, un embarras, des hésitations, l'incertitude, l'indécision, ou alors le soupçon, ou la tergiversation. Et tout ça va entraîner des errements, en fait, qui vont maintenir dans un certain état d'âme et qui vont justifier, puisque ce seront des errements, on peut aller de techniques, en hypothèses, en disciplines différentes, et on estime que l'on fait un voyage, on explore et on se croit curieux, mais en réalité, on cherche quelque chose qu'on ne sait même plus, on ne sait même plus quel est l'objet de notre recherche, de notre quête. Alors on peut dire dans ces conditions, par rapport à ce que l'on a appelé les invariants, ils forment en fait les réalités de base de ce qui peut devenir une idéologie et qui va donc enfermer la personne, parce que ces invariants, on va les prendre très au sérieux, ils deviennent des filtres par rapport au réel et ils se substituent à toute réflexion structurée. Dans la mesure où l'ésotérisme, par nature, se veut secret ou accessible seulement à certains, les conséquences de cette possibilité de dérive idéologique va agir peut-être plus discrètement que dans une idéologie politique, par exemple. Donc ça peut mettre un peu plus de temps ou être moins facilement identifiable. Nous avons donc une meilleure idée sur le fait qu'il peut facilement arriver que l'ésotérisme puisse prendre la fonction d'une idéologie. Bon, c'est bien, mais en termes d'aide au discernement, en fait, c'est un peu court. C'est pourquoi, avant de conclure, il me semble important, pour ceux que je n'ai pas perdus en route, d'aller sur le terrain des conséquences intimes pour la personne. Lorsque l'ésotérisme a pris la place d'une idéologie, quels sont les risques pour la conscience, au-delà de ce que je viens de dire? C'est pourquoi on va tenter d'aller plus loin, à partir de là, pour voir quels sont les risques, à quoi la personne, sa conscience, son âme, qu'est-ce qu'on risque à s'engager dans cette voie-là. Nous entrons là dans des méandres de l'âme humaine, et ce que l'on cherche à mettre en exergue, en avant, ce sont les impacts sur l'âme que l'ésotérisme, qui peut avoir été vécu à la façon d'une idéologie, peut provoquer. Alors, je reviendrai donc sur ce sujet pour approfondir certains aspects précis lorsque je parlerai des sociétés dites initiatiques, mais ce qui va être décrit maintenant peut vous concerner, que vous soyez ou non en adhésion avec un groupe de ce type-là. Nous avons évoqué au tout début de l'entretien que l'ésotérisme sait mobiliser, il sait solliciter quelques ressorts très humains et tout à fait sains, tels que la curiosité ou le besoin d'admiration, la recherche de sens, et nous allons voir ce que devient l'âme qui a répondu, qui a éprouvé ces attentes, qui est dans cette quête-là. Dans un premier temps, lorsqu'elle rencontre un doute, une épreuve qu'elle bute, la personne, en fait, elle va redoubler d'engagement pour se défaire des conséquences de ce qui est donc le doute, sans percevoir les causes, c'est-à-dire d'où il vient. Parce qu'en fait, il lui est quasiment impossible que les principes auxquels elle adhère, comme on a vu être tout à l'heure les invariants, et qu'elle a peut-être oublié d'ailleurs, dans le dédale de la quête, puissent être à l'origine de ces troubles, de ces doutes, de ce qui ne va pas. Et donc elle se débat, et elle va chercher encore plus, elle va s'engager davantage, c'est avec la force de ses qualités propres, et avec donc ces sentiments profonds et tout à fait sains qu'elle va s'avancer davantage, parce qu'il faut absolument y répondre, c'est un besoin impérieux. Et par la suite, elle va maintenir son avancée, et la personne a appris, ou se rend compte à cette occasion, qu'elle ne peut compter que sur elle-même, sur ses propres forces, justement. Ce qui va entraîner une forme, ou une autre, de repli sur soi. On ne va compter que sur sa perception, ses ressentis, ses idées, entre guillemets, ou ses options, ses choix. Et c'est un repli qui est encouragé par plusieurs éléments. D'abord, la fréquentation de personnes qui vont partager les mêmes options, mais qui se trouvent elles-mêmes totalement incapables d'aider ou d'apporter des lumières utiles, on va dire. Sinon, elles vont proposer des techniques ou des horizons conceptuels qui vont renforcer l'adhésion aux mêmes thèses, sans rien changer au fond. Et la personne, donc l'ésotériste, va faire de plus en plus de la même chose. Un autre élément qui va favoriser ce repli, c'est l'impression d'être sur un chemin beaucoup trop complexe pour qui que ce soit, hors de l'ésotérisme. Et donc on ne peut pas être aidé par d'autres personnes que des ésotéristes. Et donc on revient au point précédent, ces personnes-là elles-mêmes sont incapables d'aider et d'apporter des lumières utiles parce qu'elles sont complètement engluées dans des thèses qui sont elles-mêmes un peu juste intuitives mais peu pratiques. Donc ça va enfermer la personne davantage en elle-même. Et ce cheminement-là se fait, qui peut être long, il peut se faire sur le fond d'une inflation de l'ego,
dont la personne ne peut pas se rendre compte, et qui peut se manifester notamment par l'exacerbation de failles personnelles latentes ou des fragilités qui sont là, comme par exemple un égocentrisme, ou bien ça peut être de la méchanceté aussi, ça peut être la volonté de contrôle, ça peut être la paranoïa, ça peut être la confusion, ou des capacités médiumniques ou de voyance, par exemple, pour ce que j'ai vu autour de moi. Et cette exacerbation des failles personnelles ou des fragilités latentes, ou cette inflation de l'ego d'une manière générale, ça permet de lutter contre les incertitudes, contre vis-à-vis des tergiversations que l'on a. Et l'adepte peut se montrer féroce dans son engagement, il peut être brutal dans ses choix, il peut donner l'apparence d'une personne sûre d'elle, à la façon donc d'une inflation de l'ego ou d'une affirmation de soi qui sera en fait une suraffirmation, une suradaptation qui se voit très bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, en fait, la personne ne se rend pas compte que tout ce processus relève d'une inflation de l'ego. Ce qui peut se passer en même temps ou à un temps différé, c'est une sorte d'enrayement de l'âme. Parce que ce que je viens de décrire, ces blessures, ces failles, ou des éléments de folie ou de délire, masquent en fait la réelle profondeur de la personne, qui est son âme, et en fait la personne se débat pour masquer à ses propres yeux qu'elle perd contact avec ce qui la mobilisait depuis le début, c'est-à-dire son désir, sa curiosité, sa pureté, sa naïveté. Elle n'y parvient plus. C'est ce que j'appelle l'enrayement. Et je parle de l'âme qui aspire à des choses à la fois qui sont profondes et simples. On peut parler du cœur de la personne. Cette partie-là semble s'enrayer ou être abîmée. Et c'est la suite de l'influence de ses croyances, des invariants dont je parlais tout à l'heure, bien que la personne ne puisse le percevoir à ce moment-là. Et ce qu'il se passe, c'est qu'elle s'éteint progressivement. Ça peut être à ce moment-là, ça peut être un petit peu avant ou traîner un petit peu tout le long de la fréquentation de l'ésotérisme. Ce qui suit, c'est l'effondrement psychologique qui peut à un moment donné prendre toute la place. Et en réalité, cet effondrement, il a lieu tout au long de l'adhésion, mais il peut culminer particulièrement lorsque la personne a fait le tour, a exploré ses propres limites ou les limites du système ésotériste qu'elle fréquentait. C'est-à-dire lorsqu'elle est chargée de toutes les données ésotéristes, sa personnalité peut connaître un effondrement psychologique profond. Je crois que ça dépend en fait de la résistance psycho-émotionnelle, mais également des circonstances qui ont lieu à la fois dans le monde de l'ésotérisme, mais aussi des conséquences dans sa vie concrète. Cet effondrement psychologique peut ne pas être perçu comme ayant comme cause l'ésotérisme, parce qu'il peut passer pour de la dépression ou de la tristesse, mais rarement comme la confrontation avec des forces obscures ou l'ouverture de portes ou l'oubli de son désir profond. Mais vous comprenez là qu'on ne peut pas ne pas percevoir qu'il y a un problème. Pour autant, ce qui est des ouvertures de portes, etc., j'en reparlerai également dans d'autres entretiens à venir dans les mois qui suivent. Je ne vais pas tout dire en une fois. Voilà, pour les conséquences possibles, je vais m'arrêter là pour le moment, puisqu'on reste dans le cadre de la comparaison entre l'interpénétration entre l'idéologie et le système ésotériste. On comprend, une fois de plus, que dans ces cas-là, il y a l'utilité d'une aide au discernement. Cet entretien aurait pu être bien sûr beaucoup plus long, comme je viens de le dire. J'ai choisi de rester assez parcellaire et j'aurais aimé balayer encore plus large, mais là, j'aurais le choix. Soit j'écris un bouquin sur le sujet, soit de vous dire que peut-être, parfois, la meilleure aide au discernement possible, elle est plutôt personnalisée. Pour aujourd'hui, et avant de conclure, je voulais vous dire que je tente, à travers ces entretiens, de parler aux personnes exposées à certaines situations qui peuvent présenter des risques. Et si ça peut aider certains d'entre vous, j'en suis vraiment heureux. Mais peut-être que votre situation personnelle est tout à fait spécifique, elle sort des catégories dont je parle, tout en s'approchant quand même par certains aspects. Et vous traversez certains aspects. N'hésitez pas à me contacter pour tenter d'y voir plus clair. Exposez votre situation, votre contexte, ce que vous traversez, les questions que vous vous posez, et je donnerai suite de mon mieux. Bon, cette parenthèse étant faite, passons à la conclusion de l'entretien. Concrètement, quel est l'impact de l'ésotérisme sur les esprits ? Il s'agirait d'une attitude qui affiche souvent une grande confiance en soi, et qui repose en fait sur une forme de confusion intérieure, parfois revendiquée comme un élément de progression en cours, mais également l'inverse, c'est-à-dire une façon de brandir des certitudes impérieuses pour masquer un profond désespoir dans le rapport à la vie, en général, dans le rapport aux autres, dans le rapport au monde, mais que l'on tente de se masquer à soi-même. Mais ces attitudes peuvent rendre des personnes qui pourraient être sympathiques, assez rugueuses ou fuyantes, alors qu'elles sont en fait touchantes et souvent sincères. Elles sont très souvent en recherche, et pourtant elles se referment sur elles en se rendant
inaccessibles. Ce qui fait qu'elles ne demandent rarement, elles ont rarement des demandes, elles posent rarement des questions et elles posent rarement les choses de manière directe. Il y a donc plein de paradoxes qui rendent la fréquentation d'un ésotériste assez compliquée, assez difficile, mais l'ésotérisme, en vous promettant des clés de compréhension du réel et un accès à des vérités cachées, répond à un besoin profond d'ordre et de sens que nous avons tous, qui est commun, que l'on soit ésotériste ou exotériste. Mais ce besoin naturel est nécessaire pour aborder notre vie, peut être détourné, et la promesse initiale peut se transformer en fait en piège mental et spirituel lorsqu'il a des bases qui sont friables. Donc, loin d'être une voie d'épanouissement, l'ésotérisme peut donc devenir une prison mentale qui va enfermer ses adeptes dans des schémas de pensée rigides, des attentes de plus en plus délirantes ou un isolement de plus en plus douloureux, qui peut aussi conduire au désespoir. Mais il n'est jamais trop tard, les situations ne sont jamais désespérées. Je reviendrai dans quelque temps sur les limites à ne pas dépasser, comment on peut s'en rendre compte, mais j'inclurai dans cet entretien aussi les adeptes de l'occultisme, qui sont les plus concernés et peut-être les plus nombreux. Comme cet entretien, celui dont je parle, ne sera diffusé que dans quelques mois, si votre situation personnelle vous indique qu'il y a peut-être urgence, n'hésitez pas encore une fois à me contacter, qu'on fasse le point ensemble pour que je vous aide éventuellement à discerner ce qu'il en est. Voilà, j'espère avoir aidé au discernement concernant votre propre situation, votre propre fréquentation de l'ésotérisme ou la fréquentation de l'ésotérisme par quelqu'un qui vous est cher. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet entretien, à liker, vous abonner, etc. C'est là pour ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut.